Dans les monastères tibétains, loin des regards curieux, existe un rituel qui ferait frémir l'occidental moyen. Le Chön. Des moines s'aventurent seuls, la nuit, dans des cimetières, dans des champs de crémation, dans des falaises où les corps sont abandonnés aux vautours. Mais voici le plus étrange. Ils ne vont pas là-bas pour vaincre leur peur. Ils y vont pour les inviter, pour les nourrir. Dans l'obscurité glaciale, ces moines visualisent leur propre corps démembré, offert au festin aux démons de leurs esprits, leur chair dévorée, leurs os broyés, leur existence littéralement consommée par ce qu'ils craignent le plus. Et pense maintenant, toi, à cette personne. Tu sais, celle qui t'irrite, mais profondément. Son rire trop fort, ses interruptions constantes, sa façon de tout ramener à elle, peut-être. Cette personne qui t'agace tellement que ta mâchoire se serre rien que d'y penser. Cette personne qui fait monter en toi une rage presque inexplicable. Et si tu te trompais complètement? Et si cette personne n'était pas juste un parasite sur ta route, mais un messager, un porte-parole involontaire, envoyé par les portes de toi-même que tu as enfermé dans les souterrains de ton être et qui hurle pour être entendu? Bienvenue dans Hypnose et Hérésie, une anatomie de l'invisible. Je suis Maëva, hypnothérapeute et préparatrice mentale. Ici, on explore ce que l'on préfère taire, les croyances limitantes, le stress, les peurs et les illusions du développement personnel. Bienvenue à toi dans cet espace où la complexité humaine n'est pas aplatie mais célébrée, où les contradictions sont explorées plutôt qu'effacées. Chaque épisode t'invite à une plongée profonde, où nous prendrons le temps d'examiner les nuances et les mécanismes subtils qui façonnent notre expérience intérieure. Aujourd'hui, nous plongeons dans les abysses de ce que Carl Gustav Jung appelait l'ombre, cette dimension de notre psyché où résident les aspects rejetés de notre personnalité, un territoire à la fois dangereux et précieux, terrifiant et libérateur. Et je tiens à le préciser d'emblée, ce voyage n'est pas anodin. Alors si certains outils que je partage peuvent t'aider à amorcer une réflexion personnelle, tant mieux. Mais un véritable travail d'intégration de l'ombre, surtout quand elle s'est formée à travers des traumas profonds, doit être accompagné par un professionnel qualifié. Parce que oui, certains secrets intérieurs ne demandent pas à être découverts par hasard dans un bus avec des écouteurs et un café tiède. Je vais te révéler un secret que l'industrie du développement personnel enterre sous des promesses chatoyantes. Tes plus grandes irritations sont tes plus grands trésors. Les personnes qui te hérissent le plus ne sont pas tes ennemis. Elles sont comme les messagers involontaires de tes parts perdues, qui attendent dans l'ombre. Comme des enfants oubliés dans un centre commercial, pas contents du tout. Le rituel du Chön tibétain que j'évoquais illustre parfaitement la sagesse ancestrale que nous avons perdue. Nos démons ne disparaissent pas quand on les fuit. Ils grandissent, ils s'engraissent, ils prospèrent. Et cette intuition traverse les cultures comme une veine noire dans le marbre blanc de l'humanité. Elle résonne dans les rituels hawaïens de Ho'oponopono, où celui qui juge doit d'abord chercher en lui-même la source de son irritation. On la retrouve aussi dans l'ancien oracle de Delphes avec son fameux « Connais-toi toi-même » qui aurait aussi bien pu être formulé « Connais ton nom, crétin ». Aucune culture, aucune civilisation n'a échappé à cette révélation troublante. Ce qui nous répulse chez l'autre existe en nous, quelque part, tapis, attendant d'être reconnu. Mais qu'est-ce que c'est exactement que cette ombre dont parle Jung? D'où est-ce que ça vient? Pour ça, imagine ta psyché comme une vieille maison victorienne. Tu sais, une de ces maisons aux multiples étages avec un grenier et une cave profonde. L'ombre, ce sont toutes ces pièces que tu as condamnées. Ces pièces dont tu as muré les portes, ces pièces dont tu as jeté les clés, ces pièces dont tu as même oublié l'existence. Et dans ces pièces condamnées vivent des parts de toi, des émotions, des désirs, des qualités, des besoins que tu as jugés inacceptables. Et puisqu'ils sont inacceptables, tu les enfermes là, dans l'obscurité, pour qu'ils ne viennent pas perturber la personne que tu prétends être. Mais qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un, sans le savoir, par erreur, se promène avec une lampe torche près de ces pièces condamnées, quand un rayon de lumière pénètre sous la porte? Là, les habitants de cette pièce obscure se réveillent, ils s'agitent, ils frappent contre les murs, ils hurlent pour être entendus. Et toi alors, tu ressens quoi? Une peur panique, une rage inexplicable, un besoin viscéral d'éteindre cette lumière. Et c'est ça, le mécanisme de la projection.
C'est ça l'explication de ces colères disproportionnées que certaines personnes déclenchent en toi. Et cette ombre, elle n'est pas innée. Tu n'es pas né avec, non. Tu l'as fabriquée, pièce par pièce, jour après jour, année après année. Imagine un enfant de 3 ans, cette petite créature naturellement complète, joyeuse, triste, courageuse, effrayée, aimante, colérique, bref. Un petit être qui exprime spontanément toute la gamme de ses émotions humaines, un peu comme une petite discothèque existentielle. Et puis vient le monde, les parents, l'école, la société, et tous ces systèmes qui, pour fonctionner, doivent formater l'individu comme on formate un disque dur. Alors oui, certains comportements sont valorisés, encouragés et applaudis. C'est bravo si tu es sage, oh, mais qu'est-ce qu'il est brillant, quelle intelligence, ou oh, comme tu es fort. Tandis que d'autres seront ignorés, découragés et punis, comme les ne pleure pas pour si peu, contrôle-toi, arrête d'attirer l'attention. Et c'est là que commence le grand refoulement, le grand enfermement. Pour être aimé, besoin vital non négociable, l'enfant apprend à supprimer des parties entières de lui-même, à les enfermer au grenier ou à les condamner à la cave de sa maison intérieure. Freud appelait ça le refoulement. Ce mécanisme par lequel nous repoussons hors de notre conscience les pensées, émotions et désirs inacceptables. Un peu comme un videur de boîte de nuit psychique qui décide qui peut entrer dans l'espace conscient et qui doit rester dehors dans le froid de l'inconscient, quoi. Et ces aspects refoulés ne disparaissent pas. Ils continuent forcément d'exister, mais hors de notre vue, et surtout, hors de notre contrôle conscient. Il peut arriver aussi que ce processus soit violemment accéléré par le trauma, par un événement ou une série d'événements tellement insupportables que la psyché doit se fragmenter pour survivre, comme un navire qui doit larguer sa cargaison en pleine tempête. Et ces fragments, ces émotions, souvenirs, aspects entiers de la personnalité, ils vont alors se retrouver exilés dans l'ombre. Non pas parce que tu l'as choisi, mais par nécessité de survie. Et parfois, ce sont des pans entiers de notre être qui sont emmurés vivants dans la cave de notre psyché. Oui, ça fait peur. Donc l'enfant sensible à qui l'on répète « les garçons ça ne pleure pas » va enterrer sa vulnérabilité au plus profond de la cave. Cette petite fille naturellement affirmée qu'on qualifie constamment de trop intense, elle va enfouir sa puissance dans une malle poussiéreuse du grenier. Cet adolescent créatif élevé dans une famille qui ne valorise que la réussite académique, il verrouillera son expression artistique dans un placard condamné du 2e étage. Et résultat, une belle collection d'identités partielles, de beaux êtres fragmentés. Alors oui, des adultes qui fonctionnent, mais à quel prix ? L'ombre se forme ainsi, pièce condamnée après pièce condamnée, jusqu'à ce que des pans entiers de notre maison intérieure deviennent inaccessibles, et même à nous-mêmes, c'est ça le pire. Jung l'appelait notre sac à dos invisible, comme un fardeau d'aspect renier que nous portons partout sans même s'en rendre compte, sans même le soupçonner. Moi j'aime bien l'image de la maison hantée par nos propres fantômes. Des fantômes qu'on a créés nous-mêmes, pas des conjurings, etc. Les neurosciences modernes confirment cette théorie du refoulement. Les travaux du docteur Matthew Lieberman à l'UCLA ont démontré que notre cerveau réagit aux comportements que nous avons réprimés comme une menace existentielle. L'imagerie cérébrale révèle que l'amygdale, notre centre d'alerte primitif, s'active violemment face à ces miroirs de notre ombre, comme si quelqu'un venait braquer une lampe torche vers ces pièces condamnées de notre maison intérieure. Et du coup, notre cerveau réagit à la rencontre d'un aspect refoulé nous-mêmes exactement comme il réagirait à un prédateur dans la savane. Donc ça dit « danger, sors tes griffes, bats-toi, fuis !» Tout ça pour un collègue qui parle trop fort à la machine à café. Ouais, l'évolution a parfois un sens de l'humour un peu douteux. Et voici le paradoxe qui tue. Plus nous refoulons ces aspects, plus ils gagnent en puissance dans l'ombre. Plus nous nions notre colère, et plus elle devient explosive quand elle s'échappe. Plus nous réprimons notre vulnérabilité, plus elle nous paralyse quand elle remonte à la surface. Parce que ce que tu enfermes ne meurt pas. Non, ça fait des pompes, ça s'entraîne, et ça attend. Et quand quelqu'un vient sans le savoir agiter cette lumière sur ces pièces condamnées, quand il exprime librement ce que toi tu as réprimé, c'est comme si un rayon aveuglant passait sous la porte de cette pièce obscure où tu enfermais tes propres désirs, tes propres besoins. Et là, la douleur, elle est insupportable, la rage est instantanée, et le besoin de faire taire cette personne devient viscéral. L'envie de lui péter la gueule. Laisse-moi te raconter l'histoire de Philippe. Donc c'est un client que j'ai accompagné pendant à peu près 1 an. Alors oui, il s'appelle pas Philippe, parce que c'est confidentiel tout ça, mais c'est quand même une histoire vraie. Philippe était un cadre supérieur brillant, reconnu pour son intelligence analytique et sa maîtrise émotionnelle en toutes circonstances. C'est un peu le genre de gars qui reste calme pendant un crash d'avion, quoi. Et il est venu me voir pour des crises d'anxiété inexplicables qui le submergeaient sans prévenir. Mais en vrai, ce qui l'amenait, lui, c'était sa haine viscérale pour son nouveau collègue, disons Marc. Et il pouvait pas le saquer.
Vraiment, il disait je le supporte pas, avec ses débordements émotionnels permanents, ses enthousiasmes excessifs, ses coups de gueule, il est instable, comment est-ce qu'il peut être professionnel celui-là? Bref, pas content. En séance d'hypnose, Philippe a progressivement accédé à un souvenir enfoui. À 10 ans, il avait fondu en larmes devant son père après une déception. Son père, militaire de carrière, l'avait fixé longuement avant de lui dire « Si tu veux survivre dans ce monde, tu dois enterrer cette sensibilité. Les hommes qui montrent leurs émotions finissent d'écraser. » Et ce moment, il avait été si déterminant que Philippe avait littéralement scindé sa personnalité en deux. Comme un pays après une guerre civile, où toute sa part émotionnelle, expressive et spontanée, avait été alors renfermée dans une des pièces les plus profondes de sa cave psychique. Et oui, il était devenu ce que son père attendait, un homme rationnel, stable et maître de lui. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en réalité sa haine pour Marc, c'était pas un jugement réel sur son collègue, c'était une réaction au fait que ce Marc, lui, il vivait librement, avec sa lampe torche, devant la porte verrouillée de Philippe qui avait enfermé sa propre expressivité émotionnelle. Donc chaque manifestation de sentiment de Marc était comme ce rayon de lumière qui passe sous la porte, réveillant les parts de Philippe qui hurlaient pour être libérés. En soi, Marc, il faisait rien de mal, il était juste libre. Et la liberté des autres est parfois notre plus grand tourment. Je tiens quand même à préciser quelque chose, c'est que ce travail avec Philippe, il a été progressif, prudent et structuré. Ce qui veut dire parfois que si gros trauma il y a, ces traumas façonnent notre ombre et créent des systèmes de défense qui sont très complexes, et ils ne doivent vraiment pas être démantelés de manière brutale. Pas plus qu'on démolirait un mur porteur sans comprendre l'architecture du bâtiment. Donc ce travail d'intégration là dont je parle, il peut nécessiter parfois un accompagnement vraiment professionnel, particulièrement quand l'ombre s'est formée à travers des expériences traumatiques sévères. Voilà, je le pose ici, l'autodidacte enthousiaste, il laissera des plumes, et parfois plus que des plumes, donc attention à vous. Revenons à ce mécanisme fondamental qu'est la projection. Jung la définissait comme un processus inconscient par lequel nous attribuons aux autres des qualités que nous refusons de reconnaître en nous-mêmes. Et ce qui rend ce mécanisme si insidieux, c'est notre conviction absolue. Parce que quand nous sommes irrités, on est sûr et certain que notre irritation est causée par le comportement de l'autre. On ne pense pas que c'est notre problème. Et en un sens, c'est pas faux bien sûr. La personne bruyante parle effectivement fort. Le collègue vantard se met bien évidemment en avant. Mais la question, c'est pourquoi ce comportement précis déclenche si intensément une fureur en toi alors qu'il laisse d'autres personnes complètement indifférentes. Pourquoi toi, spécifiquement, ça te rend dingue? Pourquoi pas ton voisin? Pourquoi pas ta collègue? Et toi, qu'est-ce que ça dit de toi? Une étude fascinante publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a exploré cette question. Les chercheurs ont découvert que les traits que nous jugeons le plus sévèrement sont précisément ceux que nous craignons de posséder nous-mêmes, mais que notre conscience bien sûr refuse d'admettre. Plus révélateur encore, les participants qui parvenaient à reconnaître ces traits en eux-mêmes, dans un cadre sécurisant, développaient alors une tolérance significativement plus forte envers les autres. En résumé, faire la paix avec nos démons intérieurs nous permet naturellement d'accepter les démons des autres. Alors comment savoir si tu projettes ton ombre? Ce serait quoi les symptômes? Voici 3 signaux d'alarme qui ne trompent jamais. Premièrement, ça va être l'intensité disproportionnée de ta réaction. Si tu ressens une rage bouillonnante face à un comportement relativement banal, là, clairement, c'est ta projection qui parle. Ou alors que t'es crevé, fatigué, ou au bout du burn-out, bref. Par exemple, le voisin qui éternue, ce n'est pas une menace existentielle. Deuxièmement, le jugement instantané. Quand tu catégorises quelqu'un après 2 minutes d'interaction, quand tu dis par exemple « Ah, cette personne, c'est typiquement le genre de personne qui ferait ça », là c'est ton jugement interne, c'est ton ombre qui est en train de pointer du doigt quelque chose. Comme un enfant à la maternelle qui montre du doigt et qui dit « Ah, c'est lui qui a commencé ». Troisièmement, l'obsession persistante. Si tu rumines encore l'interaction, plusieurs heures, plusieurs jours plus tard, et si tu rejoues encore ce scénario mental de « Mais qu'est-ce que j'aurais dû dire ?», là aussi tu as probablement rencontré ton ombre. Et elle t'a laissé son numéro, un message vocal 17 minutes. Et il faut aussi préciser que tout jugement n'est pas nécessairement une projection de l'ombre. Ce n'est pas parce qu'on en parle là maintenant qu'il y a des ombres partout. Certaines réactions peuvent être légitimement liées à des valeurs profondes, à l'intuition d'un danger réel, ou à des incompatibilités authentiques. Mais la nuance est quand même essentielle, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un te dérange qu'il représente forcément une part refoulée de toi-même. Parfois, une personne toxique est juste, toxique. Alors l'exploration de l'ombre, c'est plutôt à voir comme une invitation à la curiosité, pas du tout comme un dogme qui invaliderait ton discernement.
Et quand je travaille sur cette question en hypnose avec mes clients, il y a quelque chose de fascinant qui se produit. Dans cet état, à la lisière de la conscience, c'est comme si les défenses de l'ego s'assouplissaient, et que l'ombre pouvait enfin parler. C'est comme si les portes déverrouillées de ces pièces condamnées s'entr'ouvraient légèrement, comme si nous pouvions enfin jeter un œil à l'intérieur, voir ce qui s'y cache, et peut-être même entamer une conversation avec ces parts exilées de nous-mêmes. Milton Erickson, le papa de l'hypnose ericksonienne, parlait de réassociation des complexités intérieures. Bon, ce qui veut dire, plus simplement, réunir la famille dysfonctionnelle qui habite à l'intérieur de toi. Je t'invite maintenant à une pratique d'auto-observation. C'est simple, mais c'est puissant. Je précise, encore une fois, qu'elle est appropriée pour des jugements quotidiens relativement légers, pas pour des traumas intenses qui nécessitent un accompagnement. Donc ne va pas déballer tes traumas d'enfance seul dans ton salon un dimanche soir, c'est pas ça le but. Si tu veux jouer le jeu, la prochaine fois que tu sentiras cette irritation qui monte face à un comportement de quelqu'un, fais pouce, arrête-toi, et localise cette sensation dans ton corps. Est-ce que tu ressens une tension dans la mâchoire? Est-ce que tu ressens une oppression dans la poitrine? Un nœud dans le ventre? Observe. Et puis, pose-toi cette question essentielle. Quelle part de moi est-ce que je refuse de voir ou d'accepter là maintenant? Quelle pièce condamnée de ma maison intérieure est en train d'être éclairée par cette personne? Et ne force pas la réponse, elle viendra ou pas. Et c'est ok aussi. Parfois la réponse jaillit immédiatement. D'autres fois, elle mettra des jours à émerger et puis parfois, elle viendra pas du tout. L'important c'est juste d'ouvrir en fait cet espace d'exploration sans jugement. Et aussi sans te juger de juger bien sûr. Le psychologue Pierre David a développé un concept fascinant qu'il appelle la dépolarisation. Il s'agit de sortir de notre vision binaire, bon ou mauvais, pour voir comment chaque trait existe sur un continuum et peut être une force ou une faiblesse selon le contexte. Par exemple, si tu as une aversion et que tu juges les personnes autoritaires, on pourrait explorer alors avec nuance. Le pôle problématique des autoritaires. Oui, domination, inflexibilité, écrasement de l'autonomie d'autrui. C'est le boss tyrannique que tout le monde déteste, quoi. Mais quel pourrait être son pôle constructif? Peut-être que la personne autoritaire, elle a quand même la capacité à diriger clairement, à prendre des décisions difficiles, et à établir des limites nécessaires. C'est aussi peut-être le leader qu'on suit avec confiance. Alors la question devient, quels aspects de cette autorité, de cette personne autoritaire, pourrais-tu intégrer, toi, sainement dans ta vie? Comment honorer ce besoin de direction sans tomber dans les excès que tu critiques chez les autres? Et je reviens encore avec mes mises en garde, parce que un tien vaut mieux que deux tu l'auras, bref. Je tiens à souligner encore que cette exploration de l'ombre nécessite bienveillance et surtout prudence. Notre ombre s'est formée comme mécanisme de protection, et souvent pour de très très bonnes raisons. Ces aspects ont été refoulés car ils étaient peut-être trop douloureux ou dangereux à vivre dans le contexte d'origine. Alors je rappelle que cette intégration n'est pas un processus brutal de dévoilement, mais plutôt une réconciliation progressive, respectueuse des défenses qui se sont construites pour nous protéger. Imagine c'est un peu plus comme si on apprivoisait un animal sauvage. On n'est pas en train de désamorcer une bombe. Donc si toi tu ressens que certains aspects de ton ombre sont liés à des expériences traumatiques profondes, va plutôt chercher un accompagnement professionnel adapté. Ne joue pas au spéléologue amateur dans les grottes de ton inconscient, parce qu'en plus, les secours n'y arrivent pas facilement. Je referme la parenthèse. Et maintenant, parlons de ce qui me révolte profondément, encore comme d'habitude, cette industrie du développement personnel et sa façon de banaliser et commercialiser un travail sacré. Donc cette grosse machine à plusieurs milliards d'euros, elle prospère sur la fragmentation intérieure. Parce que oui, elle a tout intérêt à te maintenir en guerre contre toi-même. Parce que si t'es en guerre, du coup elle peut te vendre des solutions certes superficielles à des problèmes profonds, mais des solutions et des sous. Une analyse du marché du développement personnel a révélé quelque chose de stupéfiant. Les clients qui résolvent véritablement leurs conflits intérieurs consomment significativement moins de produits de développement perso par la suite. C'est pour ça qu'on n'en parle pas trop de cette question de réintégration de l'ombre dans cette industrie. Parce que les gourous, ils préfèrent te vendre des pansements colorés plutôt que de te montrer comment arrêter de te cogner dans les mêmes meubles, non? C'est là qu'on va retrouver des formules toutes faites, des transformez vos défauts en qualité en un week-end, des libérez-vous de vos démons intérieurs en 3 clics, des promesses qui minimisent la complexité de ce travail et qui, pire encore, peuvent réactiver des blessures profondes sans offrir le contenant nécessaire pour les traverser. Et ça c'est dingue. C'est un peu comme si je te disais « Hey, si tu laisses 5 étoiles à ce podcast, ton ombre sera instantanément intégrée et ta vie transformée. » Un mensonge éhonté, bien sûr. Quoique, qui sait vraiment ce qui se passe quand on soutient un contenu qu'on aime beaucoup?
Avant de nous quitter, laisse-moi te partager un récit fascinant qui illustre parfaitement notre exploration de l'ombre. C'est un récit inspiré des traditions chamaniques amazoniennes. On raconte que dans certaines tribus d'Amazonie, comme les Nessana, existerait un rituel que les anthropologues ont surnommé la mort du jugement. Une cérémonie pour ceux submergés par la haine envers un autre. La tradition orale décrit un rituel si puissant qu'il ne serait pratiqué qu'une fois dans la vie d'un initié, une seule fois. Au cœur de la nuit, sous la nouvelle lune, la personne serait conduite au centre d'un cercle formé par les anciens. Dans l'obscurité presque totale, on lui ferait boire une décoction aux plantes sacrées. Puis, commencerait une cérémonie qui durerait jusqu'à l'aube. Selon ces récits, l'initié devrait verbaliser chaque jugement, chaque haine, chaque mépris qu'il ressent vers les autres, sans filtre, sans retenue. Chaque mot serait accueilli par le battement des tambours et les chants graves des anciens. Et puis viendrait le moment le plus symbolique. L'initié devrait s'allonger dans une fosse peu profonde creusée à sa taille. Et là, on le recouvrirait partiellement de terre, ne laissant que son visage exposé au ciel nocturne. Dans cette position, ni tout à fait enterré, ni tout à fait libre, il devrait rester immobile jusqu'à l'aube, enterré vivant, avec ses jugements. Fascinant, non? Ou terrifiant? La sagesse de ce rituel, qu'il soit littéral ou métaphorique, suggère que dans cette immobilité forcée, face à cette vastitude du ciel étoilé, quelque chose de profond se produirait. La personne vivrait alors une petite mort, et là on parle de celle de l'ego qui juge. Alors à l'aube, le chaman s'agenouillerait près de l'initié et murmurerait à son oreille. « Tes jugements sont morts, mais toi, tu vas renaître. » L'initié serait alors relevé de la terre, lavé par les femmes de la tribu et conduit jusqu'à la rivière où il plongerait entièrement. Lorsqu'il émergerait de l'eau, la communauté l'accueillerait avec des chants de célébration. Il serait considéré comme né à nouveau, libéré de la prison invisible de ses jugements. Alors que ce rituel existe littéralement ou qu'il soit une métaphore puissante, il illustre toujours cette vérité profonde. L'intégration de l'ombre exige une forme de mort, celle de nos certitudes, celle de nos divisions intérieures, de nos identifications rigides. Mais cette petite mort n'est bien sûr jamais une fin. Elle est la condition nécessaire d'une renaissance. Dans notre monde moderne, nous n'avons malheureusement plus ces rituels collectifs qui nous aidaient à traverser les passages difficiles de notre développement. Donc nous devons souvent créer nos propres cérémonies intérieures, nos propres pratiques d'intégration. Et bien sûr, c'est beaucoup moins impressionnant que d'être enterré vivant au son des tambours. Tant pis. Mais la sagesse demeure la même à travers les âges. Ce que nous rejetons le plus violemment chez l'autre contient une clé de notre propre libération. Alors nos jugements les plus sombres sont paradoxalement des invitations à la lumière. Le poète soufi Rumi l'exprimait ainsi. « La blessure est l'endroit où la lumière pénètre en toi. Nos jugements sont ces blessures, des fissures dans l'armure de notre ego par lesquelles peut alors s'infiltrer la lumière de la conscience. Alors la prochaine fois que tu sentiras cette irritation monter face au comportement de quelqu'un que tu te surprends à juger sévèrement, rappelle-toi, cette réaction, ta réaction, n'est pas un obstacle sur ton chemin. Elle est le chemin lui-même, une invitation à plonger dans tes propres profondeurs. Dans notre prochain épisode, nous explorerons le paradoxe des masques sociaux. Comment ces masques, initialement conçus comme des stratégies de survie, finissent par consommer notre énergie vitale, brouiller notre identité et nous déconnecter de notre essence profonde. De la neurobiologie de l'authenticité aux mécanismes sociologiques qui nous poussent à la performance perpétuelle, nous ferons une dissection sans complaisance de ce phénomène aussi universel que méconnu. Alors je te retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration des profondeurs de notre condition humaine. En attendant, considère tes jugements non plus comme des vérités sur les autres, mais comme des portails vers toi-même. Des passages secrets menant au trésor enfoui de ton être. C'était Maëva, à très bientôt.